Bienvenue dans le podcast Migraphone. Dans ce podcast, nous explorons la diversité des migrations à partir de nos expériences migratoires. Je m'appelle Ekat et avec d'autres personnes migrantes, nous échangeons sur divers sujets en lien avec la migration. Nous rencontrons aussi des militants et des militantes, des chercheurs et des chercheuses travaillant sur la question. Cet épisode est entièrement consacré à l'histoire de Yancouba Badji. J'ai rencontré Yancouba en novembre 2021 lors d'une projection d'Images migrantes, un festival de cinéma dédié aux questions de la migration. Yancouba était le protagoniste principal du documentaire qui était projeté ce soir-là. Le documentaire Tilokoto, filmé en 2017-2018 par deux réalisatrices, Sophie Bachelier et Valérie Malek. Yancouba était lui-même présent ce soir-là de la projection, aux côtés des réalisatrices, pour parler avec le public, pour parler de son parcours migratoire qui ne s'arrêtait pas avec les images du film. C'est un film qui parle de son parcours de vie, de son travail de peintre, de ses engagements. Il raconte aussi sa migration, et cela en dialogue avec d'autres personnes avec qui il partage la même condition. La condition des migrants venus de l'Afrique de l'Ouest subsaharienne, pour l'Europe, en empruntant la voie de l'immigration dite clandestine. Des migrants qui traversent de nombreuses frontières, qui passent par le désert, par la Libye, puis par la mer Méditerranée. Des migrants qui fuient la misère, la répression politique, la guerre, qui cherchent à trouver une meilleure vie ailleurs, et qui font, lors de leur traversée, face au racisme, aux rackets, à la torture, à la prison, à l'esclavage et à l'exploitation, et parfois à la mort. Ce que Yancouba Badji a vécu est tellement lointain pour la plupart des personnes qui vivent en France. Une autre réalité, une autre vie. Moi-même, ce soir-là, je prenais connaissance de cette expérience de migration, qui est extrême. Tout en étant unique, son histoire ressemble au parcours de milliers d'autres personnes. Il s'en distingue à la fois. Mais en tout cas, elle témoigne des contextes politiques, économiques, nationaux et internationaux, des inégalités et des politiques migratoires européennes qui s'avèrent meurtrières. Si je suis très réticente à demander aux personnes concernées de parler et de reparler des violences ultimes qu'elles ont vécues, Yancouba ne veut pas garder le silence dessus et a bien souhaité exposer son parcours et partager ses analyses. Et je le remercie pour cela. Bonjour Yancouba. Bonjour Ekat. Je voudrais que tu me parles de toi, de ta vie, de ton parcours et de ta migration particulièrement. Est-ce que tu veux bien peut-être commencer de me parler de ta vie en commençant, si tu le veux bien, de ton enfance, de là où tu es né? Merci beaucoup Ekat de me donner la parole ce soir et parler aussi de l'immigration clandestine. Et moi je suis sénégalais, je suis né au Sénégal dans un petit village qui s'appelle Goudamp dans le sud du Sénégal, en Casamance précisément. Et j'ai fait mon enfance à Goudamp dans ce petit village. J'ai fait mes études à Ziguinchor, dans la capitale de la Casamance. Et au bout de certains moments, je n'ai pas pu continuer mes études à Ziguinchor parce que papa qui me soutenait à l'école, il n'était plus là, il est décédé. Donc à un moment donné, il fallait prendre sa responsabilité. J'ai choisi d'abandonner les études et faire autre chose que des études. Et à l'époque, on était en pleine guerre en Casamance. C'est que vous devez retenir aussi dans tout ça, parce que moi je suis né dans un milieu qui n'a jamais connu la paix jusqu'à là où je vous parle, depuis 1982. Et à l'époque, on était en pleine guerre de la Casamance, là où les villageois se réfugiaient chez nous à Goudamp. Parce qu'il y avait la guerre de Guinée-Bissau qui était à côté, parce qu'on est frontalier avec la Guinée-Bissau aussi. Et la guerre de la Casamance aussi, deux guerres différentes qui nous mettent en danger. Et là, j'ai décidé d'aller en Gambie
dans un petit pays à l'intérieur du Sénégal. Je suis parti en Gambie pour pouvoir gagner ma vie et pouvoir soutenir ma famille et accompagner mes frères et sœurs dans leurs études. C'était le but, c'est pour cela que j'avais arrêté les études à Ziguinchor. Est-ce que, avant de parler de départ en Gambie, tu pourrais me parler davantage de à quoi ressemblait ta vie au Sénégal? Comment vivait ta famille? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Oui, ma vie au Sénégal avant l'absence de mon père, j'étais un enfant heureux parce que mon père, il était fonctionnaire. Donc à l'époque même, pour avoir un père fonctionnaire en Afrique, c'était pas facile. Donc pas facile dans quel sens? Oui, parce que beaucoup de nos parents n'ont pas fait des études parce qu'à l'époque, ils pensaient que c'est une langue étrangère. Nos grands-parents, ils n'ont pas voulu mettre leurs enfants à l'école, en fait. Donc, c'est pour cela que beaucoup de nos papas, ils n'ont pas fait l'école française. Ils ont préféré de faire l'école coranique. Et à l'époque, non seulement il y a la guerre en Casamance, mais on avait une pauvreté extrême aussi qui était très très importante. J'ai vécu mon enfance dans des bonnes conditions, moi, parce que mon père, il avait les moyens, il avait les possibilités. Mais j'en ai vu mes frères ou mes voisins qui n'avaient rien à manger. Et c'était dur à l'époque même pour mon père qui vient en aide à chaque fois pour ces familles qui n'ont rien à donner à leurs enfants. Je vois comment ça lui travaillait. Et donc, du coup, moi, j'ai eu cette occasion d'avoir un père qui était là, qui était présent pour mes besoins, pour aller à l'école, parce que lui, le seul but qu'il avait, c'est il fallait que je réussisse à l'école. Donc, il a mis tous les dispositifs en place pour que je puisse réussir à l'école, parce que aussi, j'étais un bon élève quand même. Et finalement, ça n'a pas pu marcher, parce qu'à un moment donné, papa est décédé. Lorsque mon père il est décédé, les 2 premières années, j'ai essayé d'aller à la pêche pour pouvoir payer mes études et tout ça. Mais le temps, il était tellement court pour un enfant qui devait aller à la pêche, nourrir sa famille, payer sa scolarité, payer sa fourniture et celle de ses frères. Donc ça, je l'ai essayé pendant 2 ans et j'ai vu que c'était trop épuisant pour moi. Parce que j'arrive pas à dormir la nuit. La nuit, on est en pêche et le matin, il faut aller à l'école. J'ai décidé d'arrêter. Donc, brusquement, après l'absence de mon père, 2 ans plus tard, toute ma vie a été bouleversée. Toute la vie de notre famille a été bouleversée. Mon père, il est décédé jusqu'à nos jours. On n'a jamais eu sa pension et on ne sait pas pourquoi. On a tout fait, mais ça n'a rien abouti. Mais oui, on a vu notre vie qui tourne la page pour une nouvelle vie qu'on n'a jamais connue en fait. Et donc d'où le départ en Gambie? Et c'est ça qui a déclenché le départ en Gambie. Parce que je me voyais plus rester en Casamance. Donc j'ai arrêté la pêche. J'ai décidé d'aller en Gambie. C'est là où j'ai commencé à apprendre le métier de froid. Je fais du froid commercial et industriel. Je suis frigoriste. J'ai appris le métier dans un atelier traditionnel. Parce que chez nous, c'est pas comme ici. Tu fais la formation, c'est difficile déjà. Parce que moi, je viens juste d'arriver en Gambie, il fallait payer mes loyers. Il faut avoir un abri, déjà. Il faut apprendre un métier. Mais un métier que tu vas apprendre, tu n'as pas de salaire. Mais il fallait beaucoup de sacrifices pour y arriver. Et pendant 5 ans, je gagnais juste ce que je pouvais donner à ma famille, mais il fallait faire des boulots parallèles avec mon métier. Donc j'étais très très épuisé parce que j'avais pas de samedi ni de dimanche, il n'y a pas de week-end chez moi. Donc j'ai travaillé comme ça pendant 5 ans et au bout de 6e année, j'ai eu mon premier diplôme en froid en tant que frigoriste, monteur dépanneur en froid commercial et industriel. Et la 7e année, j'ai décidé d'ouvrir mon propre entreprise. Et là, j'ai ouvert mon entreprise en Gambie.
toujours aussi en Gambie, mais je navettais, je faisais des navettes entre la Gambie et la Casamance pour aller voir la famille de temps en temps. Et donc, j'ai ouvert mon entreprise, ça a bien marché quand même. Parce que j'avais aussi beaucoup de jeunes Gambiens ou des Sénégalais qui étaient dans mon village, que j'avais pris, qui sont venus en Gambie. Je les ai appris le métier. Et pendant 8 ans, je gérais mon entreprise qui marchait très très bien. Mais sous une dictature aussi. Il faut fermer les yeux, il faut rien voir. Il faut pas critiquer le gouvernement. Tout se passe très bien. Et alors que avec nous, ça se passe pas comme ça. Moi, j'ai vécu ça aussi en Gambie, la dictature, pendant 17 ans. Je suis resté dans un pays de dictateur. L'ancien président s'appelait M. Yahya Jammeh, qui a fait un coup d'État en 1994. Il a eu l'occasion de venir au pouvoir depuis 1994 jusqu'en 2016. Donc la Gambie n'a connu que la dictature depuis 1994 jusqu'en 2016. Et donc, vu que moi, mon entreprise marchait très très bien, et à l'époque, j'avais un ami qui s'appelle Boubakoto Bodian, qui est gambien, qui était un grand ami à moi, qui était journaliste aussi à l'époque. Il avait fait un reportage après les coups d'État de Yahya Jammeh de 1994. Il y avait d'autres groupes armés aussi qui veulent renverser le pouvoir de Yahya Jammeh à l'époque. Et lui, il était parti chez lui à Kombo Sagna, pour aller voir sa famille pendant le week-end, parce qu'il travaillait dans la capitale en Gambie. Et il est allé au village pour voir sa famille. Et ce jour-là, il s'est passé que ces groupes armés sont venus attaquer le camp militaire de Sagna. Lorsqu'ils sont venus attaquer le camp de Katon, Bouba, il était sur place. Donc, comme il était journaliste, il a recueilli plein de témoignages. Il est allé même dans le camp militaire pour voir comment cette affaire a pu avoir lieu et tout ça. Il a tout dit, il n'a pas porté des gants pour toucher les choses. Il a tout mis sur la table selon les témoignages qu'il avait. Et le lendemain, ça fait la une des journaux en Gambie. Lui, il était l'auteur de cette journal-là. Et j'imagine que ça n'a pas plu à la dictature. Ouais. Et donc, cette affaire a choqué le gouvernement gambien à l'époque, qui a envoyé ces groupes armés d'aller arrêter Bouba. Ils ont arrêté Bouba, ils l'ont mis en tôle, ils l'ont torturé, il a failli perdre sa vie. Et à un moment donné, on l'a lâché pour lui dire que la prochaine fois, si tu le répètes, on va t'enterrer 6 mètres de profondeur. Donc, il savait que c'était pas le bon moment de rester en Gambie. Et donc, comme il avait eu beaucoup de revenus, le journal a bien marché parce que tout le monde, à l'époque, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux. Donc, il avait une bonne somme d'argent important qu'il a collecté. Et donc, il a demandé un visa pour l'Angleterre pour aller continuer ses études là-bas, en tant que journaliste toujours. Et puis, il est parti en Angleterre. Après 10 ans d'absence, il est revenu encore en Gambie. C'était en quelle année cette histoire de reportage et de son arrestation? Je pense que c'est entre 1997 ou 2018, comme ça. Et Bouba, il est parti, donc il est resté 10 ans en Angleterre. D'accord. Et 10 ans, ouais, parce qu'il est revenu en 2010. D'accord. En 2010, c'est en 98, ouais. En 2010, il est revenu en Gambie. Et c'est là où j'ai fait la connaissance de Bouba, parce qu'il est venu, il a commencé à investir en tant qu'hôtelier cette fois-ci. Il a investi dans des supermarchés, donc il fallait des installations des vitrines, de showrooms, de chambres froides. À l'époque, je dirais pas que j'étais le meilleur technicien de la Gambie, mais j'en fais partie. Et donc vous vous êtes rencontrés professionnellement? On s'est rencontrés professionnellement. Et il m'a proposé de travailler pour lui
pour installer des chambres froides et des vitrines. Donc c'était un gros marché quand même. Donc on est devenus des copains comme ça avec Bouba. Et lui, sa mission aussi, son retour de l'Angleterre pour revenir en Gambie, c'était mettre des dispositifs ici en place, comment on va faire pour pouvoir mettre dehors cette dictature qui n'a pas envie d'avoir fin. Mais il fallait aussi un sacrifice, beaucoup de sacrifices même. Donc on est devenus des super copains. À chaque fois, il est dans mon atelier. Moi, mon ancien chef, lui, il était quelqu'un de très très brillant aussi, un vrai intellectuel. Et on est devenus des copains, on parle de la politique à chaque fois, parce qu'on parle français. Et beaucoup de Gambiens ne parlent pas français. Donc on arrive à parler des choses qui sont pas, qui se disent pas en Gambie. Mais nous, on osait, dans mon entreprise, on osait dire des choses. On se communique comme ça. Après, Bouba a tout fait pour mettre en place une manifestation pour la première fois. Depuis 1994 jusqu'en avril 2015, que la Gambie a connu pour la première fois une manifestation. Et après cette manif, le gouvernement gambien avait pris quelques manifestants et le lendemain, il y en a d'autres qui sont disparus. Ils sont plus sur terre. Comme lui-même il disait à l'époque, c'était son slogan, l'ancien président de la Gambie. If Gambian people don't mind me, anybody that I catch, I will bury you at 6 meters deep. Si vous me faites pas attention, si je prends quelqu'un entre vous, je vais vous enterrer. Il parlait aux opposants comme ça, c'était son slogan pour intimider les opposants. Je vous prends, je vous enterre 6 mètres de profondeur, ou je vous fous à Bambadinka. Il avait une prison qui s'appelle Bambadinka, c'est un endroit, prison des crocodiles en fait. Et donc, une bonne moitié de ces manifestants sont disparus. Et le lendemain, je vois aussi ma vie qui commence à prendre une autre vie qui va se dégrader encore. Parce que toi, tu as aussi participé dans cette manifestation, dans son organisation. Oui, parce que cette organisation s'était fait entre chez Bouba, mon atelier, chez Solo Sandin. On parlait comme ça, on essayait de mettre en place, même si moi c'était pas l'auteur, mais... Tu étais bien identifié. Le gouvernement gambien à l'époque, c'était la chasse à l'homme. Tous ceux qui ont impliqué, même les marabouts, ils sont impliqués. Même ceux qui ont préparé des charretiers, non, c'était du n'importe quoi là avec Yaya Jammeh. C'était inhumain. C'est un crime contre l'humanité. Et donc il fallait partir. Partir où? Parce que la Casamance, là où moi j'habite, c'est pas très loin de la Gambie. Et à l'époque, Yaya Jammeh, il avait ses envoyés spéciaux qui s'appellent les Jongolas en anglais. C'est eux qui font tous les sales boulots pour Yaya Jammeh. Qui sont capables. Qu'est-ce que voudrait dire en français? Jongolas, I don't know how can I jungle, c'est des gens qui font des sales boulots. Des mercenaires? Et des mercenaires. Parfois même sont pas des Gambiens, mais qui travaillent pour, c'est des forces spéciales dans le régime de Yaya Jammeh qui s'appelle Jongolas. Et ces gens-là, ils ont fait du mal en Gambie. Hein. Donc il fallait quitter forcément la Gambie, il fallait partir. Moi je pouvais pas rester non plus en Casamance parce que je ne vois pas ma vie là-bas. Parce que déjà mon métier, ça marche pas là-bas beaucoup. Parce que là-bas, il y a pas beaucoup d'hôtels, il y a pas, pour ne pas dire qu'il y a pas de supermarchés, mais ça n'existe pas des grands surfaces donc, et que moi, voilà, mon métier, c'est un peu un métier de luxe aussi. C'est un métier pour les hôteliers, pour la restauration, pour les supermarchés. D'accord. Ou des salles de conférence, tout ça. Ouais. Et donc, en Casamance, chez moi, dans mon petit village, on n'a même pas de bar, déjà. On a une buvette, mais pas une bar. Donc je vois pas ma vie, comment je peux m'en sortir ici. Donc il faut partir. Partir où? Au début, l'idée m'est venue dans la tête, il faut y aller au Maroc. Parce que j'avais déjà visité déjà.
Je suis allé faire du travail là-bas. Je me dis, bah, tiens, je vais aller au Maroc. Et là, j'arrive à la gare routière. Je rencontre beaucoup de copains qui sont volontaires aussi, qui veulent aller en Libye. Et là, on a commencé à échanger un peu, chacun parlait, qu'est-ce qui l'a motivé pour prendre la route clandestine. Et à l'époque, moi, je n'osais pas expliquer mes motivations parce que je me suis dit, bah tiens, je sais pas qui est en face de moi, peut-être c'est les Djongolas de Yadjemi qui me poursuivent. Tu pouvais pas faire confiance comme ça. Ouais. Non, j'avais pas confiance en personne. Donc, j'ai expliqué des trucs qui tiennent pas la route. Et là, on a pris une bus pour aller au Mali. C'est là où tous les mensonges ont commencé parce qu'on avait payé un ticket dans une compagnie de bus qui s'appelle Rimbo. Et on se retrouve dans une car de transport de 32 places. Et je me souviens bien, je disais au mec, mais ça c'est pas une bus, ça. Et ça, c'est pas le ticket que vous nous avez donné, c'est marqué compagnie Rimbo. Et là, il y a même pas d'affiche de Rimbo, il y a rien. Je dis, c'est pas possible. Faut que vous me rendez mon argent. Ouais, c'était chaud, hein. Il fallait qu'ils négocient. Oui, vous allez trouver le bus au Mali, à la frontière à Doboli. Il vous attend là-bas. Parce que si on fait pas ça, les autorités sénégalaises vont savoir que vous voulez partir en Libye. Donc, tout un scénario qu'ils ont mis en place, qu'on les a cru. Mais c'était juste une petite entreprise de mafia qui était là, qui encadre bien des volontaires qui ont décidé, ou des camarades qui ont décidé d'emprunter cette route migratoire. Et on a traversé la frontière du Sénégal, on est rentré au Mali. De Mali, on est parti de Doboli, on est parti à Bamako, pardon. Donc on est resté pendant 2h30 dans le bus, toujours au Mali, pour avoir accès à Bamako, à la capitale. Arrivé à la capitale, parce que nous on avait payé notre billet du Sénégal jusqu'à Agadez en fait. C'est une compagnie qui fait tout ce trajet-là de Tambacounda jusqu'à Agadez. Mais effectivement, c'était pas vrai. Arrivé à Bamako, on s'est aperçu que c'est pas vrai. Et dès que tu achètes ton billet, tu peux plus récupérer tes sous. Parce que tu as acheté le billet au Sénégal, tu vas pas dire que je vais retourner au Sénégal pour récupérer mon argent. Mais nous, on s'est aperçu que depuis qu'on est rentré au Mali, les checkpoints, tous ces raquettes-là, on s'est aperçu que on nous a donné une voiture pour nous identifier que nous, on est des volontaires qui vont aller en Libye. Donc, les checkpoints en profitent. Les gendarmes, les policiers, les militaires, tout le monde en profite. Donc, lorsqu'on est arrivé à Bamako, on n'avait pas autre choix. Donc, on va pas repayer. Donc, on dit, jusque-là, c'est pas grave. Comme on est toujours dans l'espace CEDEAO, on va voir comment ça va se passer. Mais c'était catastrophique. Au Mali, ce qu'on avait dépensé, c'est hors. Mais c'est juste pas possible. Tu peux donner des montants? Oui, on a dépensé plus de 400 € au Mali. Chaque individu. D'accord, ouais. Les bus qui devaient prendre là où il devait y avoir 2 personnes, il y a 4 personnes. On était comme des sardines, une bus qui n'est pas climatisée, il fait très chaud au Mali. Et voilà, là je commence à avoir une nouvelle vie que j'ai jamais connue. Déjà j'en ai connu après l'année que mon père il est plus là, que j'ai vu que ma vie a bouleversé. Après je me suis rattrapé à prendre un métier. Et là je vois à nouveau encore un autre bouleversement de ma vie. Il faut assumer. Donc on est passé par Bamako. Après on était à la frontière de Burkina Faso. Là c'est devenu encore plus grave. En Burkina, c'était pas des policiers ou des gendarmes, mais c'était des voleurs. Moi je les qualifie comme ça, ces gens-là. Leur checkpoint, il y avait des voleurs qui étaient sur place. C'était pas des forces de l'ordre qui devaient être là pour maintenir la stabilité de leur pays. C'était des voleurs qui étaient pointés dans des checkpoints.
parce qu'on a passé 4 jours en Burkina Faso seulement. C'était un tout petit pays, en fait. Et on a passé 4 jours pour pouvoir la traverser. D'accord. Parce que presque tous les 50 kilomètres, il y a une checkpoint qui nous raquette. Tous les 50 mètres, il y a une checkpoint qui nous raquette. On a vécu ces conditions-là comme ça. Déjà, pour avoir accès à la frontière de Burkina Faso, on est resté 3 jours et demi. On a passé une semaine, 8 jours entre Bamako et le Burkina pour pouvoir traverser Burkina. À cause de quoi? À cause des checkpoints. Des amis, des frères qui n'avaient même plus des sous pour payer. Il fallait les emprunter de l'argent. Beaucoup de mes camarades sont venus en Europe pour arriver en Europe. Ils me doivent de l'argent. Mais je les en veux pas. C'est tout pardonné. C'est donné parce que à l'époque, lorsque je venais, j'avais de l'argent. Je l'ai fait avec grand cœur. Parce que je connais les réalités de l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Si les gens empruntent cette chemin, c'est parce qu'ils n'ont aucun autre choix. Et donc, on est au 8e jour, 9e jour, on est arrivé au Niger, à la frontière de Niger, entre Niger et Burkina. On a fait 2 jours et demi, après on est arrivé à la capitale Niamey. Arrivé à Niamey, moi j'ai dit à mes collègues, si vous voulez, on va changer de bus. Parce que l'impression que j'avais eue depuis le Sénégal, cette impression-là, si ça continue comme ça va être catastrophique la fin. Parce que le bus, la compagnie Rimbo qui devait nous prendre de Tambacounda jusqu'à Agadez, on n'a jamais vu cette compagnie-là. Arrivé à Bamako, on est monté dans une autre bus aussi qui s'appelle Boyla Transport, une autre compagnie qui s'appelle Boyla Transport. Et donc cette Boyla Transport, tu vois bien que même le chauffeur, le conducteur, celui qui récupère les billets, ils sont tous dans la mafia. Ils sont en lien, ils se connaissent entre policiers et ces gens-là. C'est là où j'ai vu le conducteur, l'encaisseur des billets. Il osait un ton à prononcer devant les forces de l'ordre, depuis Mali jusqu'à Burkina, jusqu'au Niger. J'en ai vu dans une autre checkpoint, le mec, il fait 2 mètres, il est costaud. Il a regardé un militaire, lui dit, toi, petit militaire comme ça, je te prends comme ça et je te croque. Alors là, c'est pas possible. On est dans la main des mafias, des groupes mafias qui s'entendent bien avec les forces de l'ordre. Donc, arrivé à Niamey, il faut couper cette lien-là. Même si on va perdre, mais cette fois-ci, on va pas beaucoup perdre parce que on a 3 jours de voyage maintenant pour avoir accès à Agadez. Donc, on a perdu un peu d'argent, mais c'est pas grave, mais on a changé de compagnie tout de suite. Donc, les collègues, tout le monde a pris la décision. D'autres qui n'ont pas eu les moyens pour que les familles les envoient le lendemain. On était restés, nous tous solidaires entre nous, attendre que les familles puissent les envoyer quelques sous pour qu'on continue le chemin. Pour expliquer mieux à la famille, voilà, on n'était pas dans des mains propres, c'est des mafias. Et là, après, on a changé une autre compagnie, CNF. Je pense que c'est CNF. C'était un bus propre. Déjà, c'est pas surpeuplé. Ils respectent les normes. Tu vois bien qu'ils font pas de deal avec les forces de l'ordre. Mais parce que, pourquoi on s'est aperçu qu'ils font des deals entre les forces de l'ordre avec ses chauffeurs et son entourage. Avant même d'arriver dans une checkpoint, il nous dit, il y a une checkpoint telle place. Donc, vous nous donnez des sous déjà avant, comme ça, on va pas perdre le temps. Parfois, il prend tous les sous, il part, il revient et ils ont dit que cette sous, c'est petit. C'est comme s'il avait gardé une autre somme d'argent et présenté une somme d'argent. Donc, c'était tout le temps les mêmes scénarios. Mais avec CNF, on est arrivé jusqu'à Agadez, on a payé qu'une seule fois une checkpoint. Mais une seule fois, 1000 francs seulement, ce qui est, ouais, même si c'est pas normal, mais quand même favorable de notre côté à nous. Donc on est arrivé enfin à Agadez. Et une fois que on est arrivé à Agadez, on voit d'autres types d'Africains que t'as jamais connus. Des gens sans pitié, des gens qui sont inhumains,
qui veulent tout ce qu'ils veulent de toi, c'est des billets, c'est des chiffres, des billets d'argent qu'ils vont récolter, qui vont te faire traverser le désert. Tu sens que l'humanité, le droit de l'homme, il est bafoué ici, il est éradiqué, il n'a pas sa place ici. Ici, tout ce qui a la place, c'est l'argent qui compte. Ta vie, c'est pas leur problème. Ton problème, ça les regarde même pas. Parce que déjà, toi, tu viens de loin. En avion, c'est très rapide. Mais avec des bus qui vont être raquettés dans tous les checkpoints, on était épuisés. Et là, on fait face à des vrais criminels. Ils voyagent dans des 4x4 pour pouvoir traverser la Méditerranée. Je pense pas que c'est un voyage. Je pense que c'était l'enfer, en fait. C'était l'enfer. Parce que une petite 4x4, tu imagines, petite 4x4, une pick-up derrière. Pas une double pick-up, mais une petite pick-up. Derrière, tu mets 34 personnes. La priorité, c'est pas l'eau, c'est pas la nourriture, mais c'est l'essence, la priorité. Les sacs sont pas les priorités. Et on vous met 34 derrière. Et vous êtes comme ça. Plus serré que des sablés. Et ça crée des conflits, des tensions. Parce que tout le monde est coincé. Tu vois, les genoux, les coudes, tout ça. Donc ça fait mal. Et on roulait presque 250 km/h. Mais à une vitesse folle, quoi. C'est à une vitesse folle. Et je me souviens bien, lorsqu'on a commencé à voir le Sahara, les militaires, parce que dans le Sahel, il y a beaucoup de terrorisme et tout ça, donc il y a beaucoup de militaires qui font le tour pour surveiller tout ça. Les militaires de Niger. Ils nous ont arrêtés. Tout le monde avait fui. Moi, j'ai dit les copains, mais vous allez où? Vous connaissez nulle part ici. Tu vas fuir pour aller où? Et alors, je me souviens bien, c'était la nuit. Le militaire vient avec son lampe à torche là. Une petite lampe torche des militaires. Il me le fixe comme ça. Il m'a dit, c'est qui toi? J'ai dit, moi, c'est le Sénégalais. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Et tous tes amis sont partis en courant et toi, t'es resté. Je dis, mais monsieur, si je fuis ici, je vais aller où? Je connais nulle part. Je préfère rester là. Il me dit, ah, tu veux ta mort? Je dis, bah non. Je veux pas ma mort. Il me dit, tu as de la chance. Et il a parlé avec notre père, qui les ont donné 100 000 francs en passage. Leur nuit, c'était tranquille, nickel. Ils ont laissé la porte encore. C'était comme ça tout le temps. C'était que des requêtes. Il fallait qu'on recotise encore. Partout, tout le monde en profitait. Là-bas, c'est l'humanité, il était absent. On ne calcule pas les êtres humains, c'est de l'argent seulement qui compte. Et là maintenant, il faut affronter les dunes du Sahara. Il y a des choses que je peux pas te dire. Parce que la traversée du Sahara, c'est autre chose. C'est un voyage, c'est une belle expérience aussi à la fois. Même si c'est terrible, même si c'est l'enfer, mais c'est une expérience. De pouvoir regarder le Sahara jour et nuit, pas de repos. Et marcher pendant des kilomètres parce que vous êtes abandonné, ça c'est dur ça. C'est pour cela que je dis, il y a des choses, je le garde pour moi. Parce que les 2 premiers jours, on était complètement perdus en fait. Mais après, on a eu l'occasion de croiser des éleveurs de bétail qui nous ont guidé la route. Mais on était complètement perdus. Et on a fait 2 semaines de voyage dans le Sahara. Et finalement, il y avait d'autres convois qui nous ont aidés. Mais d'autres personnes, je sais pas s'ils sont vivants ou ils sont morts. Je sais pas. Je peux pas te dire. Mais jamais aussi connu la souffrance à ce niveau, c'était ma première fois. Donc, tous les autres souffrances, après, moi, je me suis dit, tiens, c'était la rigolade, en fait. Mais le traversée du Sahara,
Ça, franchement, c'était dur, c'est pénible. Donc, après 2 semaines de voyage, on a eu finalement traversé le Sahara. On est arrivé en Libye, la frontière libyenne. La frontière libyenne, on a passé notre premier séjour la nuit en prison. Directement. Après, on était épuisés. On avait tout notre lèvre qui était enflé. Tes pieds, tu pouvais prendre ta peau comme ça te suit. Ton visage, il ressemble à rien d'autre, parce que tout est brûlé, parce qu'il faisait une chaleur terrible. Tout ce qu'on avait besoin, c'est mettre notre tête quelque part pour pouvoir dormir. Maintenant, on est séjourné dans la prison, jusqu'à le lendemain, pour qu'on puisse nous laisser, et aussi ils ont pris leur part du gâteau. C'est comme si on était des choses, on n'est pas des personnes. On était juste des choses. Ça qu'on prend sa part du gâteau. Et on est arrivé à Sabha. De Gadroun à Sabha. De Sabha, au lieu qu'on nous met dans un lieu confortable encore, on nous met en compagnie dans une vieille maison qui est abandonnée complètement, que personne n'a. On est arrivé la nuit, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien. Nous, nos portables, nos sacs, personne n'a pris rien. Parce qu'à un moment donné, tu abandonnes tout. Tu es obligé. Tu es arrivé, tu n'as pas de chaussures, tu n'as pas de portable, tu n'as rien du tout. Tu es vide. On nous met dans un endroit qu'on n'a jamais connu, dans le noir, il faut pas parler. Jusqu'à le lendemain, il faut faire d'autres efforts pour qu'on puisse avoir accès à Sabha. On est arrivé à Sabha enfin. Sabha, c'était difficile. Voilà, Sabha, c'était affreux, Sabha. La Libye en pleine guerre. Sabha, c'était pas possible de vivre à Sabha. C'était pas possible. Donc, on est parti dans une petite village qui est à côté de Sabha, mais une petite village qui a beaucoup de pouvoir, en fait. C'est des gens riches qui sont là-bas, très sympathiques, sont beaucoup voyagés, c'est des gens qui sont très, très cultivés. On est parti dans ce petit village-là. On est resté. Moi, j'ai même travaillé dans ce village-là. Et ce village-là, en Libyen, me propose un travail pour que je puisse rester à Libye et travailler. Parce que eux, ils ont un système en Libye. Par exemple, moi, en tant que migrant qui arrive dans leur terre, s'ils me déclarent, personne n'a le droit de me faire quoi que ce soit. Lui, il pourrait être mon tuteur. J'aurais pas de problème avec des Libyens. Il suffit juste parce que là-bas c'est les familles qui gouvernent en fait. D'accord. C'est celui qui a plus d'argent, une famille plus aisée, qui a plus de pouvoir sur les autres. Donc j'ai commencé à travailler. Je me souviens, c'était avec mes copains. On allait voir des entreprises qui font du froid. Parce que la Libye, ça marche bien le froid quand même, parce que c'est un pays qui est très très chaud. Parce que ça va, pendant 40 ans, ils ont jamais vu de pluie. Donc à Barak, c'était à côté. Le premier jour, on est venu, j'ai trouvé un gars qui me disait non, c'est bon. Moi, j'ai pas besoin de technicien. En réalité, il avait besoin d'un technicien. Et à côté de lui, il y avait un gars qui a dit oui, moi, je veux bien si tu veux travailler avec moi. C'était d'accord. Et là, je viens commencer à travailler. Je travaille 1 jour, 2 jours, 3 jours. Le mec, il sait que moi, je maîtrise le froid plus que lui-même. Et donc, eux, ils avaient une énorme problème à l'époque parce que tous les portes sont fermées. Il y avait plus de compresseurs qui arrivaient de l'Europe en Libye. Il y avait pas ça parce que c'est en pleine guerre. Donc, il y a une seule méthode seulement qui est restée là. Il faut refaire en tant que technicien. Il faut savoir recomposer des carcasses déjà usées. Il faut les refaire. Donc, moi, j'avais appris ça. Je faisais ça. Donc, j'ai commencé à réparer les moteurs. Les moteurs qui sont dit, ces moteurs-là sont plus bons, ne peuvent plus fonctionner. Je les ouvrais avec un Dix. Je refais les moteurs et je les remettais et je les soudais. C'est comme s'ils étaient tout neufs.
Alors que le mec qui m'avait dit qu'il n'avait plus besoin de moi, qui venait me dire que si je pouvais l'aider pour que je fasse quelques moteurs pour les, j'ai refusé, en fait. Ouais. Parce que si tu connais pas la personne qui vient dire, je veux travailler avec toi, il faut faire des essais d'abord. Ouais. Mais, ne fais pas semblable que toi, tu es un grand chef, alors que tu connais rien. Et j'ai travaillé avec ce Nigérian, ouais, qui était propriétaire de cette entreprise. Ça a très bien marché, on a bien travaillé. J'ai commencé à gagner un peu d'argent, mais depuis le jour que le vieux Libyen m'a proposé une poste pour que il m'ouvre une entreprise, pour que je puisse travailler, pour apprendre son fils le métier frigoriste, parce que lui, il avait des problèmes avec son clim qui n'arrivait pas à marcher pendant plusieurs semaines. Et moi, pendant plusieurs mois, je suis venu, j'ai réparé cette clim-là. Et parce que les techniciens, on l'a dit, cette clim ne peut plus marcher. Donc, il a compris que moi, je maîtrise ce que je fais. Donc, il voulait forcément que je reste. Pas pour mon intérêt, mais c'est juste pour son intérêt à lui, parce qu'il veut que je travaille avec son fils qui va devenir frigoriste dans le futur. Et là, il fallait partir. Parce que si je dis non, c'est autre chose. La Libye, pas dire non, il faut dire oui. Il m'a pris dans sa voiture, on est parti chez lui, il m'a donné une immense chambre, il m'a dit, tu peux rester là, tu travailles tranquillement, personne va te déranger. J'ai dit oui, mais il faut que je retourne au foyer, comme ça je récupère mes affaires. Le même soir, il faut quitter impérativement à Barak, parce que si je reviens pas et qu'il me retrouve, ça serait catastrophique pour moi. Donc j'ai compris ça. C'était toujours ça. J'ai quitté là-bas pour aller à Nisma, de Nisma à Zavia, de Zavia à Zabrata. C'est à Zabrata qu'on prend les pirogues. Mais franchement, c'est pas des voyages naturels, hein. C'est des voyages parfois t'es bâché, c'est des voyages parfois on te met dans des citernes. C'est pas des voyages humains. C'est des voyages sauvages. Moi, je pense que même les animaux ne méritent pas ça. Les pailles, en Libye, il y a beaucoup de chameaux, au Maghreb, il y a beaucoup de chameaux. Ils ont tendance, les pailles, pour donner ça aux chameaux à manger. On nous met en bas, on nous met des pailles, c'est comme si transporter des pailles. C'est comme ça qu'on est transporté. C'est pour cela, c'est plus grave qu'on peut imaginer la Libye. La manière qu'on est transporté même, il est inhumain, il est hors, c'est un crime. Il y a des gens qui meurent. À chaque convoi, il y a des gens qui meurent, forcément. Il y a des gens qui s'étouffent. On te met comme ça dans une camionnette, on vous met, vous coussez, collez. On met une bâche, on notasse bien, on met de la poubelle là-dessus, c'est comme s'ils vont aller verser de la poubelle. Alors qu'il y a des gens en bas. Tu penses que c'est humain, ça? Ça, c'est pas une voyage. Ça, c'est pas une voyage. Et enfin, on a retrouvé Zabrata. Arrivé à Zabrata avant d'arriver au campo. Avant d'arriver au campo, là où se trouve le fameux Méditerranéen, la mer Méditerranée. On a séjourné ensemble avec des moutons, des chèvres dans l'eau locaux, où ils viennent nous déposer là d'abord. Comme ça, on va attendre la nuit prochaine. On va passer la nuit ici. Le lendemain, on nous met encore dans une citerne pour aller nous déverser. C'est comme les citernes qui prennent de l'essence, tu vois. C'était une citerne qui transportait de l'essence, mais alors qu'il y a des personnes. Il y a des humains dedans. Et là, enfin, après qu'on a bien causé avec les chèvres et les moutons, on se retrouve dans une citerne pour enfin voir Campo Zabrata. Et faire face, enfin, la Méditerranée qui nous reste. Mais là-bas, c'est là où tous les malheurs de la vie commencent. C'est comme tout ce que tu avais vécu avant, c'était rien. Mais là, tu vas trouver des gens, des jeunes de 18 ans, tu les regardes, tu penses qu'ils ont 100 ans.
parce que la souffrance qui est là. Là-bas, tu manges pas à ta faim. Là-bas, tu sens de tête tout de suite. Là-bas, tu vas voir des gens qui vont mourir de faim. Parce que toi, tu as peur de ne pas donner à manger à ton prochain parce que peut-être demain, ça serait ton tour de ne pas avoir de quoi manger. Imagine des gens qui viennent dans des familles qui n'ont rien à envoyer à leurs enfants. Ils n'ont jamais revu leurs enfants parce que personne t'en donne. Là-bas, tu prends ça douce, il faut être riche, hein. Et il y a la Méditerranée qui est en face de nous, qu'on pouvait aller se baigner, mais même ça, c'est interdit. Là-bas, c'est le cauchemar de tout cette voyage qu'on a fait depuis Tambacounda. Le désert, on n'en parle pas, mais l'attente au bord de la mer pour pouvoir avoir le beau temps, pour pouvoir emprunter, traverser la Méditerranée. Non. Ça durait combien de temps, l'attente? L'attente, c'était pas facile, parce que moi, j'ai fait 4 traversées. 4 traversées et 4 échecs. Donc, en tout, moi, je suis resté au bord de la mer, je suis resté là-bas pendant 9 mois, quand même. Moi, je suis arrivé en Tunisie, j'avais que les yeux qui sortaient, hein. C'était maigre comme tout. Donc, l'attente, c'est dur. Les gens tombent malades. On n'a même pas de paracétamol à boire. Le plus dur dans tout cette voyage-là, c'est l'attente. Il fait froid. Tu prends pas ta douche. Tu dors sur les carreaux. Parce que c'est des camps militaires abandonnés. Donc, par terre, il y a des carreaux. C'est des bâtiments abandonnés. T'as pas de bonne couverture. T'as même pas, toi, tu sortais de chez toi, tu pensais que, oui, peut-être c'est les mêmes climats et tout ça. Tu t'as pas pensé, même si, en fait, tu perds tout. La traversée du désert fait que tu perds tout. Si tu portes une doudoune, on te l'arrache parce qu'on dit que ça prend de l'espace. Donc, tu es arrivé au bord de la mer, c'est comme la manière que ta maman t'a mis au monde. Donc, cette attente-là est pénible. Donc, moi, j'ai traversé 4 fois, 4 échecs, 3 fois en prison. La 4e fois, on a roulé 3 jours, plus d'essence. Le seul moyen de continuer le voyage, c'était les vagues. On attendait. Tout le monde a fait ses prières, les musulmans que les chrétiens. Tout le monde pensait qu'on allait passer. On a vécu ce traumatisme-là pendant 3 jours. 3 jours et demi quand même. Et finalement, on a vu des pêcheurs espagnols qui nous ont sauvés, qui ont appelé SOS Méditerranée. Ce jour-là, il n'y avait pas SOS Méditerranée dans la mer, parce que c'est ce fameux jour que l'Union européenne a décidé de retirer tous les bateaux de secours et trouver des compromis avec cette situation à Libye, parce que l'Italie n'en pouvait plus aussi non plus de recevoir autant de personnes qui débarquaient. C'était en 2017? Oui, c'était en 2017 ça. Et donc du coup, ces Espagnols, ils sont arrivés à appeler la Tunisie qui était près de nous. Et c'est là où on a vu les marines nationales tunisiennes qui débarquaient. C'est comme s'ils venaient de récupérer des djihadistes, des Al-Qaïda, avec des vrais canaux de guerre. Ils arrivent là, ils nous demandent, vous voulez aller où? Et on veut aller en Italie. Vous venez d'où? On vient de la Libye. Et on nous a dit, là, vous allez repartir en Tunisie. Pas ce jour-là, même si on avait Burkina Faso encore, on préfère. Parce que on pensait qu'on va tous mourir. On était 153 personnes, et puis on a eu une seule fille, Rosemary. Je lui rends hommage en passage, qui était décédée dans notre bateau. Elle était gravement malade. Dès le début, parce qu'elle était torturée en Libye, violée par des bandits, les mafias libyennes. Et le temps d'attente, elle pouvait pas supporter. Son état de santé a dégradé. Et moi, que j'ai vu cette fille, Rosemary, dans le bateau, et après qu'on était sauvé de cet bateau,
arrivé en Tunisie, j'ai vu la photo de Rosemary, j'ai dit non, c'est pas possible. C'est comme deux personnes qui se ressemblent pas. Tu te dis non, c'est pas possible. C'est pas la fille que j'avais vue dans le bateau. À cause de quoi? La souffrance. Tu vois le monde qui est arrivé au bord de la mer. Tu te poses la question, mais tous ces jeunes-là viennent d'où? Et tous ces jeunes-là savent ce qui les attend. Maintenant, c'est traverser la Méditerranée. Et la Méditerranée, je te dis pas, les gens, ils le traversent une fois, ils sont essués, c'est fini. Ils mettent plus les pieds dedans. Ils préfèrent rester à Libye, dans ces conditions-là, mais pas remettre les pieds dans le bateau. Moi, je l'ai fait 4 fois quand même. 4 fois, 4 essais. Et les amis qui venaient, on dormait ensemble. Le lendemain, ils traversent la Méditerranée et sont plus sur terre. Ça, c'est horrible. Donc, on est arrivé en Tunisie comme ça. Quand je suis arrivé en Tunisie, je voyais plus rien. Je venais aveugle complètement. Je suis resté pendant 3 semaines, je voyais rien. Ou plus. Mes yeux sont brûlés. J'étais debout pendant 3 jours et demi. Tous ceux qui étaient assis, ils n'ont pas eu la possibilité de se lever parce que on ouvre les pieds des gens comme ça. C'est comme ça qu'on s'assoit. Parce que pour que le bateau soit bien, non. C'est inhumain. Il faut que la justice fasse son travail. Il faut que la justice se réveille. C'est pas possible de garder ce silence-là, de ne pas dire que la justice doit faire son travail. Ce qui s'est passé en Libye. Tous ceux qui sont complices devaient être poursuivis par la justice et être condamnés. Parce que c'est un crime contre l'humanité. Je suis resté en Tunisie, pas de boulot, pas de travail, pas de papier. Eux aussi, ils me disent, t'as pas de passeport, t'as pas de travail, t'as pas de visa. C'est fou l'Afrique, ce qui se passe en Afrique. Au moins, l'Europe, les Italiens peuvent venir tranquillement ici, personne ne les dérange. Que les Français peuvent aller tranquillement en Espagne faire leur vie. Mais nous, l'Afrique, ça se passe pas comme ça. Même nos pays frontaliers, c'est hyper difficile. Le Sénégal et le Mali, à l'époque, c'était un pays uni, un seul pays. Mais aujourd'hui, un Sénégalais qui met les pieds parce que quoi, il va traverser le Malien qui est sur son poste de checkpoint, il sait que ces gens-là, il a juste une seule ambition, c'est de traverser le Sahara. Qu'est-ce qu'il fait? C'est de raqueter. Ça, c'est... Nos politiciens font pas leur travail. Tous ces jeunes qui ont perdu la vie dans la Méditerranée, ils n'ont pas demandé. Et pourtant, la plupart de ces gens-là, c'est des majeurs qui ont des cartes d'identité pour voter, des cartes électorales pour élire des gens qui devaient les gouverner, de donner des opportunités de travailler, de renforcer nos conditions de vie, d'avoir créé des couvertures maladie. Ces gens-là, s'ils sont pas au pouvoir, ils veulent tout refaire. Mais le jour qu'ils sont au pouvoir, ils nous abandonnent. On est complètement en plein abandon par nos États. C'est comme si on était des choses, on n'est pas des personnes. Il n'y a plus de loi, il n'y a rien. Un pays en pleine guerre, c'est un pays. Il y a l'humanité, tout le monde est fâché, tout le monde est en colère, beaucoup de drogués. Et l'Afrique va continuer à regarder ses enfants, leur vie se mélange avec les dunes du Sahara. Et la Méditerranée devient un grand cimetière de silence comme ça. Et il ne faut pas qu'on en parle. Non, il faut en parler. Et toi, t'as décidé d'en parler? Ce message-là, je pense que toute ma vie, ça serait mon combat. Mon combat, moi, partout où je serai, c'est par contre d'expliquer mon histoire. Il faut révéler les choses inhumaines qui sont passées à Libye. Imagine une fille à Libye va faire la prostitution à la tente au bord de la mer à cause d'une petite pot de yaourt, les pots de yaourt là, tu vois, le fromage blanc là,
À Libye, on appelle ça des bambinos, ou des petits morceaux de pain comme ça, se prostituer comme ça, pour avoir de quoi manger. Et des milliers de filles sont arrivées ici en Europe, ils sont violées, des enfants qui vont jamais connaître leur papa. Le fait d'avoir honte de parler de tout ça, c'est comme si on encourageait ce qui se passe en Libye. C'est pour cela, moi, je vais dénoncer. Tu voulais pas garder le silence sur cette expérience? Non, moi, je fais pas partie de ces gens-là qui disent non, on veut rien dire. On veut rien dire, c'est comme si tu encourages. Mais moi, j'ai pris mes propres décisions de retourner encore chez moi pour aller dénoncer, partir dans des villages en village pour alerter cette jeunesse. Même si on entend parler du sujet, mais nos États ne font pas d'efforts pour pouvoir médiatiser réellement ce qui se passe en Libye. Et donc, vu que moi je suis victime, je veux pas que mes frères et sœurs africains soient des victimes aussi. Que ça leur arrive à la même chose. Ouais, ce qui m'est arrivé à moi, je veux que ça cesse immédiatement. L'Union européenne ou l'Union africaine, ils devaient trouver des solutions radicales pour cette affaire. Parce que c'est un crime contre l'humanité. C'est plus grave que la traite négrière. C'est moi, je suis parti visiter l'île d'Angor, Gorée, au Sénégal, la maison des esclaves. Je suis arrivé, le mec qui était là pour accompagner les touristes qui venaient, il expliquait les salles. À un moment donné, on est arrivé dans une salle, il a dit, ici c'était une salle de posage, on posait les gens ici, tout ce qui était maigre, ici c'est une salle là où on les donnait des haricots, pour les donner plus de force. Tout ce qui était faible, on les donnait des haricots à manger, comme ça ils ont de la force. Je dis, mon soeur, tu sais ce que j'ai vécu moi. Je dis, moi, on me laissait mourir de faim comme ça, je ferais l'affaire pour qu'on ait des centaines de personnes dans une bateau. Débrouillez-vous. Si vous allez mourir, c'est votre affaire. Débrouillez-vous. Il y a tous ceux qui organisent ça. Aucun d'entre eux, il est dans le bateau. Donc, tout ce qui les intéresse, c'est de prendre nos frics. C'est pas notre arrivée en Europe qui les intéresse. C'est notre fric. Il faut pas garder le silence sur cette affaire-là. Parce que c'est nous, les familles pauvres, qui sont touchées. C'est pas les fils des ministres ou des députés, ils sont pas dans les pirogues. Les fils de nos présidents, ils sont pas dans les pirogues. C'est qui? C'est moi et les autres. La classe pauvre. De ne pas parler de cette histoire. C'est ça comme si on donnait la force à nos États de continuer à nous opprimer. Cette oppression ne passera plus. Parce que nous, on va en parler. C'est notre histoire. C'est aussi le manque de considération de nos États qui nous pousse aussi parfois d'emprunter ce chemin. Parce que si on était dans des États sérieux, un État qui soucie l'emploi des jeunes, un État qui soucie d'orienter des jeunes à temps, celui qui veut être scientifique, l'aider dans son parcours, celui qui veut faire un métier de bâtiment, on les oriente. Et tu peux voir, chez nous, les diplômes sont classés dans les tiroirs. Tu vas faire toute ta vie à apprendre, et demain tu ne trouveras jamais de boulot. Et ça arrive qui? Ça arrive moi qui n'ai pas d'amis dans le gouvernement, moi qui n'ai pas de frère dans le gouvernement, moi qui n'ai aucun parent dans le gouvernement, moi j'ai aucun poste. Et ça peut plus durer. Moi, j'ai pris mes engagements, que ça peut plus durer. Et t'as commencé à en parler de ce que t'as vécu auprès des gens de la jeunesse, de la jeunesse de ton village, de ta région. Bah oui, j'ai commencé à en parler. Au début, c'était un peu dur, c'était un peu difficile.
parce que je viens juste d'arriver. Et puis moi, j'avais fait beaucoup de temps d'absence aussi à Casamance. Donc j'étais à la fois un citoyen mais étranger. Combien de temps s'est écoulé entre ton départ et ton retour? 2 ans et demi. Parce que je suis resté 1 an et demi en Tunisie. Et cette jeunesse-là a compris maintenant que j'avais raison. Chez moi, actuellement, il y a toute une association de jeunes qui s'appelle aussi Tilokoto, qui ont commencé à prendre leur destin en main, qui sensibilisent d'autres jeunes, qui font des jumelages entre eux, ils se côtoient, ils parlent ce que j'avais déjà dit, le même sujet, de dire, il faut rester chez nous maintenant. Si nos États, vu qu'ils nous entendent pas, s'il est nécessaire de descendre dans la rue pour manifester, on va descendre maintenant. On préfère mourir dans nos rues, dans la capitale ou peu importe là où on se trouve, pour défendre les bonnes causes de notre pays, que de voir perdu toute une décennie ou toute une génération qui sont abandonnés par leurs États. Cela ne marchera plus comme ça. Et cette génération commence à comprendre ça. Et le message passe très très bien. Parce que ces relations de mensonges, ça peut plus continuer. Moi, je suis plus là de blâmer quiconque. Je blâme nos gouvernants. Je blâme pas ni l'Union européenne. L'Union européenne défend leurs biens. La France défend ses intérêts. Pourquoi nous, on n'arrive pas à défendre nos intérêts? Et cette génération qui a eu le courage de traverser le Sahara et le désert et la Méditerranée, cette génération n'a pas peur de mourir dans la rue chez eux. Si notre père colonisateur comprend ça, tant mieux. Il change ses relations avec les États qu'il a colonisés. Mais s'il n'a pas compris ce message qui commence à prendre l'ampleur chez nous, comme lui-même le dit tantôt parfois, qu'il y a un sentiment anti-français qui se naît en Afrique de l'Ouest, c'est archi faux. C'est un sentiment anticolonialisme qui se naît, qui dit pas, on fait la différence entre les citoyens français et les gouvernants français. On fait la différence. Et on est tellement mélangés entre nous, entre citoyens français et citoyens africains. On a des liens forts. On se marie, on se fait des enfants, on a des vies communes entre nous. Donc on parle pas de ça. On parle de l'envahisseur, celui qui nous a envoyés pendant des siècles, et il veut pas mettre fin à cet envahissement. Et au retour, c'est nous, si on envahit, c'est nous qu'on voit. Mais eux, ils sont pas visibles. Nous, on est visibles parce qu'on nous met dans une carré des migrants, des migrés ou des migrantes. Donc, on est bien visible quand même. Mais l'envahisseur, lui, il n'est pas visible. Donc, nous, on n'a aucun senti anti-français du tout, mais c'est anti-l'envahisseur qui naisse, qui dit que ce n'est plus possible qu'on a de l'or, de phosphate, du fer, du gaz, du zircon, du pétrole, alors qu'on vit dans des conditions, pour ne pas dire merdiques, mais inhumaines. Tu arrives dans ton village, tu trouves des mamans qui sont malades, qui n'ont même pas de quoi s'acheter un paracétamol. Parce que quoi? Nos hôpitaux déjà, ils sont abandonnés par nos gouvernants. Chacun d'entre eux, celui qui a même mal à la tête, il est dans des avions pour venir se faire soigner ici ou aux États-Unis. Au même moment, d'autres mamans crèvent là-bas, d'autres papas crèvent de l'autre côté, alors que toi, tu prends le contribuable du pays pour se venir faire soigner ici. Mais si eux se soignent dans nos hôpitaux, ils vont considérer nos hôpitaux. Si leurs enfants vont à l'école publique que nous, nos enfants, fréquentons, ils vont améliorer les conditions de travail dans des écoles. Mais tout ça, c'est pas leur problème. Et cette relation, moi et des milliers de jeunes aujourd'hui ont compris que le changement, c'est nous. Personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Et donc, on est prêt à faire face à l'envahisseur et ses collègues qui nous gouvernent. On est prêt pour tout. Même si c'est pour laisser notre peau, on va résister. Soit
ils revoient les choses, ils améliorent les conditions de vie des gens, leurs citoyens, soit ils comprennent qu'ils sont élus par le peuple, ils devaient être là à la solde du peuple, soit nous, on va résister parce que c'est notre droit universel. Parce qu'il n'est plus question. Ça continue comme ça. Merci. Merci. Et est-ce que tu veux peut-être reparler de ta vie maintenant en France? Ta vie d'artiste. Ta vie d'artiste. Oui. Et peut-être aussi comment ton parcours migratoire, la suite, après ton retour à Casamance. Oui, moi après tout ce cauchemar que j'avais vécu entre la Libye et la Tunisie, j'avais décidé enfin, parce que la Tunisie aussi c'était juste une petite pause pour moi, parce qu'à l'époque c'était pas arrêter le voyage, mais c'était aussi chercher d'autres opportunités, comment je pouvais avoir la possibilité de me rendre au Maroc pour traverser à nouveau pour venir en Espagne. Mais on était en plein tournage parce que j'avais fait la connaissance de Sophie Bassolier et Valérie Malek qui sont passés une fois dans le centre, là où on était, dans un centre de réfugiés qui s'appelle le centre Al-Hamdi. Et lorsque je faisais la connaissance de Sophie Bassolier, la réalisatrice et sa co-réalisatrice Valérie Malek, à l'époque, je voulais même plus témoigner en fait parce que j'étais un peu en colère, parce que je voyais bien que les journalistes européens venaient tout le temps venir prendre des témoignages, ce qu'on avait vécu en Libye et tout ça, et d'autres respectaient pas notre vie au Maghreb, parce qu'on est toujours au Maghreb, on était à 0 km de la Libye. Ils devaient nous protéger parce que même si on donnait des témoignages, on disait à l'époque, comme on est toujours dans le Maghreb, ne mentionnez pas notre nom ou notre prénom. Mais arrivé en Europe, s'ils font leurs articles, ils mettaient bien notre nom. C'est comme s'ils s'en foutaient complètement, d'une part. Et d'une part, j'étais en colère aussi parce que je voyais pas les journalistes africains qui se débarquent pour se prononcer sur ces sujets-là. Au début, j'avais même du mal à témoigner avec Sophie et Valérie. J'ai dit, moi j'ai beaucoup témoigné, je pense que le message doit passer maintenant. Et ils m'ont dit, tu essaies pour une dernière fois, parce que nous on n'est pas des journalistes, on est des cinéastes, on ne traite pas les sujets comme les journalistes. J'ai accepté pour témoigner. Et on a fait connaissance en août 2017. À partir de août 2017, ils sont revenus en France. Et donc, du coup, après, on a gardé le contact. On s'écrivait de temps en temps, on discutait. Et un jour, elle m'a appelé pour me dire, on a écouté les témoignages de tous tes camarades. Mais on aimerait bien faire une sujet sur toi, ton récit, ton parcours. Ça nous intéresse, si tu as envie. On aimerait bien faire un film documentaire sur toi. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème, on va voir. Mais à l'époque, moi, j'avais dans la tête de continuer mon voyage, qui est loin d'être fini. Et donc, du coup, au mois de novembre, ils sont revenus encore en Tunisie pour faire le documentaire chez moi. Et donc, j'ai décidé finalement, oui, je suis d'accord qu'on fait ensemble ce documentaire. Et là, je me suis posé beaucoup de questions. Je me dis, tiens, moi qui n'ai jamais été filmé, qu'est-ce que je vais raconter? Je me souviens, au premier jour qu'ils sont venus, moi j'étais en pleine campagne de la récolte des olives. C'était dans des champs oliviers. C'est là où on a commencé à filmer. Sale comme tout, parce que si c'était 2 semaines sans me doucer, il n'y a pas de l'eau là-bas pour se doucer. C'était drôle, mais c'était beau aussi comme image. Et tout ça, ça raconte un peu notre souffrance dans le Maghreb en fait. Parce que un frigoriste de qualité aussi qui se retrouve du jour au lendemain à cueillir des olives, c'est pas très drôle non plus.
Et voilà, il fallait gagner aussi sa vie. Ils n'avaient pas le choix. Et en plein tournage, moi j'avais décidé de rentrer chez moi. Parce que je pensais que ce serait utile d'aller faire le travail des journalistes à leur place. Vu que ça les intéresse pas. Les 90% des journalistes chez nous sont corrompus. Tout ce qui arrange l'État, c'est ça qu'ils disent, et je pense que le journalisme, c'est pas ça aussi. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, les faits. Et donc, du coup, je suis allé voir cet organisme qui s'appelle l'OIM. Le O, c'est organisation. Le I, international. Le M, migrant. Pour leur dire que je veux rentrer chez moi, volontairement. Et ils m'ont demandé si j'ai des projets en tête pour faire. J'ai dit oui. C'est un projet. Mon projet, c'est d'aller sensibiliser cette jeunesse qui a autant besoin d'entendre des vrais récits. Et le mec, il me regarde comme ça. Il me dit, mais monsieur, vous êtes complètement fou. Cela peut pas te faire vivre. Il me dit, non, il faut que tu réfléchis à d'autres projets, mais ça, c'est pas possible, non. On peut pas te financer, on peut pas te donner de l'argent pour aller sensibiliser la jeunesse. Je dis d'accord. Comme vous voulez pas financer ce projet, je vais aller y réfléchir. Et le lendemain, je reviens encore. Je dis, vous savez que moi, je suis un frigoriste. Je fais du froid commercial et industriel. Je dis pas, là, tu as un projet. Une semaine, 2 semaines, ils m'ont réglé mon billet d'avion. Vous n'avez pas de passeport, vous n'avez rien à l'époque, tout était resté à Libye. Entre le désert et la Libye, tout est resté là. Ils m'ont accompagné pour revenir chez moi en Casamance. Et arriver à Dakar pour pouvoir avoir cette somme d'argent même. C'était difficile, hein. C'est des gens qui sont sur place, qui n'ont aucun état d'âme, qu'on nous fait courir de gauche à droite. Parce que lorsque moi je prenais l'avion, on m'a donné que $50. Ces $50, c'est pour prendre une taxi. Le lendemain, je me présente avec la lettre recommandée de la part de l'OIM de Tunis, au siège de l'OIM de Dakar. Il me dit oui, ouais, c'est beaucoup de démarches, ça peut pas être possible d'ici demain. Je dis, mais monsieur, écoutez, moi j'habite de 750 km de là. Ici, j'ai aucun parent. C'est pas de boulot ici. Vous me dites aussi que ça va me prendre du temps et que je suis venu avec une lettre recommandée de la part de votre organisme. Ils m'ont fait courir comme ça pendant une semaine. J'ai vu qu'ils ne sont pas sérieux du tout. Je me suis débrouillé pour appeler de gauche à droite, comme on voit un peu de somme d'argent pour pouvoir payer mon transport à aller chez moi. Je les ai abandonnés, je suis parti. Et un jour, Sophie m'appelle de France, elle m'a demandé comment c'est passé avec l'OIM de Dakar. J'ai dit, j'ai pas reçu mon sou. Ils m'ont fait balader, peut-être ils veulent le garder. Donc tu vois que l'injustice, elle est partout. Et là, Sophie, elle appelle à Dakar pour lui dire que, bon, moi je suis au Sénégal, je suis en Casamance actuellement, je suis venu, je suis cinéaste, je suis en train de faire un sujet sur Yankouba Badji, qui a quitté Tunis ces derniers temps, qui est arrivé chez vous, que vous devez lui donner $1 400 qui n'a pas abouti. Donc je vous préviens que je suis cinéaste et j'étais témoin lorsque il était à la direction de l'OIM à Tunis, qui l'ont donné en lettre recommandée. Et là, ça a déclenché les choses. Mon téléphone sonne, je regarde l'OIM, Dakar. Ouais, monsieur Badji, ça va? Oui, ça va bien, vous allez bien? Oui, on aimerait bien que demain tu passes pour récupérer tes sous, ton argent. Mais c'est pas trop gentil, tu nous mets à mal avec des journalistes et tout ça. Je dis, mais non, moi j'ai rien fait. Le vrai problème c'est vous. Si vous respectez les gens et savoir la souffrance que nous on a vécue, vous pensez que vous devez me faire balader dans Dakar pendant
pendant une semaine sans pouvoir me donner mon argent. Il y a des milliers de jeunes comme ça qui sont arrivés, qui n'ont pas aucun appui. Personne ne les a appuyés. Leur lettre est devenue nulle. Ces personnes qui travaillent pour cet organisme-là, c'est des voleurs qu'ils ont mis à la place. À qui on devait faire confiance encore. Et donc, du coup, moi, j'ai continué à conscientiser cette jeunesse-là. Déjà, les montrer les dangers de cette route migratoire. De les prendre conscience de ce qu'ils vont subir. Mais attention, je dis pas à cette jeunesse-là, je veux pas que vous voyagez. J'aimerais bien que vous voyagez, mais dans des bonnes conditions. Par ce que moi j'ai connu et d'autres ont vécu. Parce que c'est votre droit d'imaginer d'aller vivre partout où vous voulez dans cette terre. C'est votre droit. Comme d'autres ont eu le même droit de venir s'accaparer dans nos terres, s'installer, faire leur vie. Nous aussi, on a les mêmes droits de pouvoir voyager, de s'installer où on veut. C'est notre droit. Tous. Qu'on soit migrant, migrante, qu'on soit expatrié ou pas. C'est un droit. Depuis que moi j'ai décidé de retourner chez moi, le seul but, c'est d'aller conscientiser cette jeunesse-là. Je l'ai fait. Et en 2018, il y avait le festival de jazz de Dakar, là où Sophie, elle venait aussi pour le repérage, parce qu'on devait continuer le documentaire en Casamance, pour mon retour en Casamance. Donc elle venait déjà pour exposer des photos à la galerie du fleuve de l'Institut français de Saint-Louis. Elle m'a invité pour venir là-bas. Moi aussi, je suis venu. Déjà, elle avait fait des flyers lorsqu'elle venait. Déjà, dans mon travail. Parce qu'en Tunisie, j'ai fait beaucoup de peinture aussi là-bas en Tunisie. Donc après, ces œuvres sont, lorsque moi je rentrais chez moi, j'ai dit à Sophie de ramener ces œuvres-là ici en France. Donc mes œuvres sont voyagées avant moi. Parce que t'as pas dit que t'es aussi peintre. Ben, lorsque la première fois que je voyais moi et Sophie et Valérie, on s'est vus, ils savaient pas que je suis un peintre. Comment t'as commencé à peindre? Ouais, parce qu'en fait, lorsqu'ils étaient en France, ils m'ont demandé qu'est-ce que tu veux qu'on te ramène si on revient pour tourner le film en Tunisie. Donc moi, j'avais une seule chose en tête, c'est des pinceaux et des tubes de peinture et quelques toiles. Et en venant, ils m'ont ramené ça. Mais t'as déjà peint avant? Ben, avant, j'ai commencé à peindre lorsque j'étais tout petite avec un grand frère qui s'appelle Mili le Fou. Mais après, c'était compliqué parce que ma grand-mère qui me disait tout le temps, il faut pas représenter des âmes, c'est pas bien pour la religion, tout ça, parce que je viens d'une famille peu religieuse, donc c'est compliqué. Mais après, le voyage à Libye a tout déclenché, parce qu'après, grand-mère, elle a cédé le boulot, elle est partie, elle aussi. Donc, j'ai pris ce poids-là. Et c'était la seule façon aussi d'expliquer l'histoire autrement. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire devant les caméras, en fait. Tellement c'est dur. Donc, moi, mes œuvres, ils n'ont pas payé de visa. Et le propriétaire de l'œuvre, lui, il a essayé, il a traversé 4 fois, il n'a pas réussi. Il n'a jamais réussi à traverser la Méditerranée. Mais ses œuvres sont arrivées en France avant lui. Donc, en 2018, Sophie, elle est venue pour le repérage parce que toute l'équipe de Tilokoto devait arriver chez moi en Casamance. Donc, j'étais aussi en pleine préparation de pouvoir accueillir Sophie, Valérie et Jean-François Mousseau, 3 personnes. Pour qu'ils tournent sur place? Ouais, pour qu'ils tournent mon retour sur place. Et pouvoir tourner aussi dans des villages là où je conscientisais la jeunesse. Donc, on est parti à Saint-Louis et Sophie, lorsqu'elle revenait, donc mes œuvres précédentes, elle a fait des flyers. Et un jour, on était invité à dîner chez le directeur de l'Institut français de Saint-Louis, au Sénégal, qui s'appelle Marc Monsaillé. Et ce Marc Monsaillé, il avait invité tous les
expatriés qui étaient sur place au Sénégal, avec même l'ambassade de France à l'époque. Donc, j'ai eu cette occasion d'avoir ce grand dîner avec toutes ces personnalités qui étaient autour. Chacun expliquait sa vie. Eh ben, monsieur, retrouve-toi, qu'est-ce que tu fais de beau? Moi, je suis peintre, frigoriste. Et on peut avoir, où on peut retrouver, ta peinture et tout ça. Et là, Sophie a commencé à distribuer des flyers et tout ça. Et le lendemain, on était invité encore à Dakar pour un déjeuner avec tous les expatriés du Sénégal. L'ambassadeur même en question, qui était là avec sa femme et sa famille, avec tous les autres élites du gouvernement français. On a bien rigolé. On a bien fêté là-bas quand même. C'était agréable, au bord de la mer, un bel espace. Et on a fait connaissance. Et Marc m'a demandé de monter un dossier sur mes œuvres en tant qu'artiste. Et on a monté le dossier. J'ai demandé un visa. J'ai obtenu une visa de 6 mois pour la première fois. C'était drôle pour moi en fait. Parce que la Méditerranée, c'était au bord de la mer pendant 1 an. J'ai pas pu traverser la Méditerranée, je l'ai traversé en 2 heures et demie. En le regardant vue du ciel. C'était terrible ça, c'était dur pour moi. C'est comme si à chaque fois je traverse la Méditerranée en avion, c'est dur. Même si je le parle pas, mais c'est dur. Donc je suis venu en France. On m'a donné une visa de 6 mois, mais j'ai droit que 3 mois. Donc dans les 6 mois, il faut ressortir encore et revenir, pauvre de moi. Je suis revenu, je suis là, j'ai fait 45 jours, il faut retourner encore avant que le visa soit expiré. Si tu as d'autres choses à faire encore, tu reviens. Donc je suis reparti au Sénégal, j'ai respecté les normes, voilà, parce que je me vois pas venir encore rester ici derrière les bars sans rien faire. Et je veux pas me pencher dans une colonne de réfugiés comme quoi je peux plus retourner chez moi. Donc moi c'était pas le but. Donc j'ai respecté le durée ou le temps qu'on m'a donné de rester sur le sol français, je l'ai respecté. Imagine l'homme qui a traversé 4 fois la Méditerranée et qui a finalement survolé dans l'avion et il arrive, il respecte bien les règles, le temps qu'il faut pour retourner chez lui. Et je l'ai fait. À l'époque, je me souviens, j'appelais mes amis qui me disaient, mais tu es complètement malade. Comment tu peux imaginer ça? Je dis, mais je respecte la parole des gens. Je suis retourné au Sénégal. On a remonté un autre dossier. C'est de redemander une autre visa. Ils m'ont donné un passeport talent. Cette fois-ci pour un an renouvelable. C'est comme ça comment Et c'est comme ça je suis atterri en France. T'es installé du coup en France? Oui, je peux dire que maintenant je suis installé en France parce que je paye mes impôts ici. Et j'ai signé mon contrat républicain, donc... le contrat d'intégration. Le contrat d'intégration, bah oui. Je suis arrivé en France, il fallait tout recommencer encore à zéro. Il faut recommencer une nouvelle vie. Ces diplômes sont pas reconnus en France, il faut les repasser. Bah, il faut tout le temps en formation. Le diplôme de frigoriste, par exemple. Le diplôme de frigoriste. Et là, je viens de finir ma dernière formation, que j'ai l'impression que moi, je vais plus faire de formation encore dans ma vie, c'est fini. Dans le froid aussi. Dans le froid, oui. Mais cette fois-ci, avec un bon niveau, avec un niveau 3, si on peut là, normalement, un niveau 3, c'est équivalent d'un BTS en froid, qui n'est pas facile parce que c'est maths, physique, chimique. La mathématique, c'est dur. Et j'en peux plus. Mon cerveau, il est fatigué maintenant. Et je suis en France, je continue aussi mes activités artistiques et j'accompagne aussi à l'occasion le film Tilokoto dans des salles de cinéma, des festivals. Je n'ai beaucoup voyagé quand même. J'ai fait beaucoup de rencontres avec beaucoup de personnes, des gens qui sont concernés. Et parfois, on arrive à comprendre que même les Européens, ils ont soif de voir que les choses changent quand même.
C'est pas l'Afrique seulement qui a besoin du changement, mais même les Européens, les gouvernants européens, ils ont tellement menti aux Européens que maintenant la population commence à se réveiller, savoir que c'était juste des mensonges qu'on nous raconte. Donc les expositions que je fais aussi, ça fait que aussi le message continue à passer. Les œuvres vont continuer à faire leur vie sans moi. Et c'était ça le but. Tout cet malheur de le transformer à quelque chose de positif. Mais c'est vrai qu'après, ça change beaucoup. C'est pas les mêmes arts de vie, c'est pas les mêmes continents, c'est difficile. Administrativement, c'est difficile de pouvoir s'intégrer dans un pays que tu connais pas, que tu maîtrises pas. Oui, mais petit à petit, on arrive à mettre en place tout le nécessaire. On respecte les valeurs et la culture française, vu qu'on est là. Et les lois aussi, pareil, parce que nul n'est au-dessus de la loi. Tout le monde est en dessous de la loi. Ça, on le sait. On respecte les valeurs. On respecte la France telle qu'il est comme pays laïque. On respecte. Mais parfois, ouais, il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Les 90,9% des Africains qui sont en Europe, ils n'ont pas de vie. Tous les sales boulots en Europe sont dédiés pour eux. C'est comme on n'est pas capable de faire autrement. Et pourtant, on est bien capable de faire mieux parfois. J'ai travaillé dans des plus grosses boîtes de la France, la SNCF. J'étais là-bas comme opérateur. Je travaillais dans des TGV. On s'occupait de tout ce qui est climatisation, chauffage, l'électricité, le confort du client, le bar. On s'occupait de ça. Mais ils avaient des regards. Mais un racisme pas possible. C'est comme s'ils n'avaient pas droit à avoir le même titre de travail comme un citoyen français. Mais tout ça, il faut les surmonter. On en a vécu pire que ça. Donc tout ça, c'est difficile. Parfois, tu rentres dans d'autres milieux, tu sens le regard des autres, mais c'est comme ils n'osent pas te dire que monsieur, ici, c'est pas ta place. Tu n'es qu'un simple migrant ou un émigré. Les regards, ça montre tout de suite. Nous, on a beaucoup voyagé. On a beaucoup vu pas mal de monde dans notre vie. J'ai fait 17 pays en Afrique quand même, c'est pas rien. Donc le racisme, il est partout. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe. Il a sa place partout. Juste il n'y a pas longtemps, on était à Clermont. C'est exposé dans le cadre de l'exposition qui s'appelle Les Carnetis. Je pense que c'était le seul noir qui avait exposé là-bas. Je voyais bien le vestiaire si on partait pour manger. Tout autour de moi, c'était le seul noir. Et les noirs que je voyais là-bas faisaient quoi à la plonge? C'est triste. Moi, ici, je suis là. C'est difficile, moi aussi, parfois, de me retrouver tout seul. Je vois pas mes frères. Tu veux les voir, il faut aller dans des banlieues. C'est parce qu'il y a des inégalités importantes que mes frères ne se retrouvent pas dans des quartiers comme ça. C'est deux mondes séparés. C'est des mondes séparés. C'est l'Afrique toujours. Qu'est-ce que l'Afrique va faire avec tous ces enfants-là? Qui devrait être sa première préoccupation. Et donc aussi, tes œuvres, tes peintures visent à parler de ces problèmes-là. On est toujours dans ce cadre-là. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut suivre un peu ton travail et si on veut voir tes œuvres, tes peintures, où est-ce qu'on peut suivre les informations sur les expositions, sur peut-être des vernissages? Ouais, c'est vrai que mes œuvres, moi je suis un artiste, je peux pas faire tout le boulot. J'ai toute une équipe qui aussi travaille sur ma carrière artistique aussi, qui sont mieux placés parfois pour les dates et machins. Les informations, on peut la retrouver sur ma page Facebook, comme celle de Sophie Bachelier, comme celle de Valérie Malek, ou de Marie Yafil de Paris, qui est ma commissaire d'exposition aussi. Donc c'est tout un monde, ou Daniel Benili, une professeure à la fac de Paris Diderot. C'est tout un monde, on est bien entouré quand même. Donc
Ça fait que le message passe très très rapidement parce que c'est toute une équipe qui s'occupe de mon travail. Ça c'est super, ça d'être soutenu comme ça. Ouais, c'est immense et je les remercie aussi dans cet entretien. De dire merci beaucoup à toutes ces personnes qui donnent leur énergie, leur temps de m'accompagner dans ma carrière artistique. Je sais que c'est pas facile. La communication, c'est pas moi qui l'ai faite. La promotion, c'est pas moi qui l'ai faite. Donc tout ça, je sais que ça prend beaucoup de temps. Et je peux pas m'en passer sans pouvoir les dire, je les remercie beaucoup. Et ça fait chaud au cœur d'avoir aussi être bien entouré comme ça. Et ça donne envie d'aller au-delà même parfois de ses compétences. Parce que c'est un encouragement énorme. Je pense qu'on pourrait terminer l'entretien sur ce. Oui, en fait, pour terminer, je voulais juste lancer un message. Et cet message, je le lance à mes frères et sœurs, que ce soit africains ou peu importe. Mais tous ces déplacés qu'on appelle des migrants, parfois c'est pas une volonté comme ça parce qu'on a envie de s'installer en France ou en Europe. Parfois c'est aussi des envahisseurs qui nous imposent des présidents qu'on n'a pas choisis. C'est parfois aussi c'est économique parce qu'il y a une pauvreté énorme, il y a des inégalités énormes. Les gens ne peuvent plus rester dans ces cadres de pauvreté qui changent jamais. Mais il faut du courage pour pouvoir surmonter tous ces obstacles-là parce que c'est des moments qui sont pas parfois faciles. Tout le monde aime sa famille. Mais si on est loin de sa famille, parfois, il y a des bonnes causes. Oui, l'Europe, c'est un magnifique pays. La France, c'est un magnifique pays. Mais les bâtiments qui sont en France, je peux pas les mettre dans ma valise pour les ramener chez moi. Et pourtant, mon petit village, c'est un petit village très mignon, très charmant, plus vert que la Normandie de la France. On a une forêt abondante. Mais c'est parce que aussi, on n'a ni paix ni guerre. Et il n'y a rien qui se passe chez moi. Économiquement, c'est une ville morte. Et pourtant, si nos gouvernants ont mis des dispositifs concrets sur place, on préférerait de vivre là-bas. Et je pense que l'avenir, c'est là-bas. Parce que moi, j'ai commencé à construire un centre culturel de ressources que je vais offrir gratuitement à la jeunesse. Déjà, c'est venir s'informer, faire des découvertes de métiers. Moi, je peux donner mon temps en tant que frigoriste, former des jeunes qui veulent être des frigoristes. J'aurai forcément des amis qui vont venir donner leur temps. Donc, c'est toute une organisation, tout ça. Il y a toujours cette belle équipe qui est derrière tout ça, tu vois. Donc, c'est des choses positives, en fait, après avoir vécu tout cet enfer-là. Merci. Merci. Merci à toi pour ce témoignage. Merci, Ekat. C'est la fin de cet épisode spécial. Vous pouvez trouver des informations sur le film Tielokoto et sur les peintures de Yankuba Badji dans la description de l'épisode. Si l'histoire de Yankuba résonne avec votre propre expérience migratoire, n'hésitez pas à témoigner sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Votre parole est très importante. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Vous pouvez également laisser des étoiles et des commentaires sur iTunes ou Spotify. Et n'oubliez pas, en tant que migrant, migrante, vous pouvez nous écrire pour participer dans ce podcast. L'écriture de l'épisode, l'enregistrement, le montage sont réalisés par Ekat. La musique par Rodrigo Leviman. Les visuels par Iris Durand. Je remercie Yankuba Badji pour sa participation dans cet épisode. Migraphone vous dit à bientôt dans le prochain épisode qui sera consacré aux migrations de la France d'outre-mer vers la métropole.